Une vie, une œuvre, Paul Valéry. 1894-1994. Ce centenaire n'est pas celui de la naissance de Paul Valéry, mais celui qui décide de l'avenir d'une œuvre. Cette année-là, Valéry quitte Montpellier pour Paris. Il commence l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci, ébauche le personnage de Monsieur Teste et surtout débute l'écriture des cahiers. C'est l'élaboration d'une longue aventure littéraire et philosophique qui s'achèvera avec sa vie. L'exploration de cette partie de son œuvre donne aux spécialistes et aux lecteurs des champs d'investigation infinis, s'ajoutant aux multiples aspects du poète, du critique, du penseur. Cette démarche très singulière, cette grande originalité, cette réflexion sur la notion d'œuvre et d'auteur font sans doute de Valéry, comme aime à le souligner Jean-Michel Rey, un écrivain solitaire, un écrivain qui n'a pas fait école. Dans son œuvre, il faut savoir faire son chemin. Cet itinéraire peut commencer aux origines, à Sète, où, au musée Paul Valéry qui surplombe le cimetière marin, on s'arrête d'abord avec André Fraisse devant une grande toile. C'est un panorama de notre port, vu de la mer, et ça nous intéresse plus particulièrement, non pas que la qualité de la peinture soit inintéressante, mais par rapport à la période à laquelle elle a été exécutée, où nous pouvons la dater entre 1869 et 1880. Valéry naît en 1871 et quitte Sète, je crois, en 82 ou 83 pour aller sur Montpellier. Donc c'est exactement la période, à 1 ou 2 ans près, le Sète qu'a connu Valéry dans sa première enfance. Et donc, comme vous pouvez le constater, il y a une richesse d'activités extraordinaire avec des bateaux américains, anglais, catalans bien sûr. Et Valéry est né dans ce port, dans cette maison ici. Donc, vous voyez, quand le jeune Valéry descendait sur le quai, il avait à même ces odeurs, cette vue et cet exotisme plein les narines, plein les yeux, plein les oreilles. Et il n'est pas étonnant qu'un être sensible comme lui ait pu vibrer à tout ce charme. Un matin, lendemain d'une pêche très fructueuse où des centaines de grands thons avaient été pris, j'allais à la mer pour me baigner. Je m'avançais d'abord pour jouir de la lumière admirable sur une petite jetée. Tout à coup, abaissant le regard, j'aperçus à quelques pas de moi, sous l'eau merveilleusement plane et transparente, un horrible et splendide chaos qui me fit frémir. Des choses d'une rougeur écœurante, des masses d'un rose délicat ou d'une pourpre profonde et sinistre gisaient là. Je reconnus avec horreur l'affreux amas de viscères et des entrailles de tout le troupeau de Neptune que les pêcheurs avaient rejeté à la mer. Je ne pouvais ni fuir, ni supporter ce que je voyais, car le dégoût que ce charnier me causait le disputait en moi à la sensation de beauté réelle et singulière de ce désordre de couleurs organiques, de ces ignobles trophées de glandes, d'où s'échappaient encore des fumées sanguinolentes et de poches pâles et tremblantes, retenues par je ne sais quel fil sous le glacis de l'eau si claire, cependant que l'onde, infiniment lente, berçait dans l'épaisseur limpide un frémissement d'or imperceptible sur toute cette boucherie. L'œil aimait ce que l'âme abhorrait. Divisé entre la répugnance et l'intérêt, entre la fuite et l'analyse, je m'efforçais de songer à ce qu'un artiste d'Extrême-Orient, un homme ayant les talents et la curiosité d'Anno Kusaï, par exemple, eût pu tirer de ce spectacle. Quelle estampe, quel motif de corail il eût pu concevoir. Puis ma pensée se reporta vers ce qu'il y a de brutal et de sanglant dans la poésie des anciens. Les Grecs ne répugnaient pas à évoquer les scènes les plus atroces, les héros travaillaient comme des bouchers. La mythologie, la poésie épique, la tragédie sont pleines de sang, mais l'art est comparable à cette limpide et cristalline épaisseur à travers laquelle je voyais ces choses atroces. Il nous fait des regards qui peuvent tout considérer.
D'abord, c'était un homme qui était, physiquement, il était petit, mais comme il avait une tête qui était proportionnée à son corps, il n'avait pas l'air petit. François Valéry. Il avait une figure, une très belle figure, surtout, je crois, en vieillissant. Et il avait de très beaux yeux, des yeux changeants, hein, tantôt couleur huître, tantôt fonçant beaucoup. Il avait une petite moustache, comme en brosse. Figurez-vous que, ça c'est une anecdote un peu stupide, j'étais avec un petit camarade, je sais pas, j'avais 7, 8 ans, 9 ans, je ne sais plus, et à la bouche du métro Victor Hugo, qui joue un grand rôle dans l'existence, puisque nous habitions ce quartier, et j'ai rencontré mon père qui sortait du métro, et il m'a vu, je me suis avancé vers lui, il m'a embrassé. Et le petit camarade m'a dit qui est ce monsieur? Est-ce que c'est ton grand-père? Et ça m'avait fait de la peine parce qu'on n'aime pas penser que ses parents sont sensiblement plus âgés que soi. Ça vous attriste. Et puis il m'avait dit, qu'est-ce qu'il fait? Et moi, je ne savais pas au fond ce que faisait mon père. Je voyais ses habitudes, je le voyais vivre, mais ça ne représentait pas pour moi quelque chose de très concret. Et donc j'ai dit, il est colonel. Alors, je me suis demandé depuis, mais qu'est-ce qui a pu me... Ça m'a trotté. Qu'est-ce qui m'a pris de dire que mon père était colonel? Et j'ai découvert, c'est pour ça que ça se rapporte à ce que nous venons de dire, qu'il y avait entre lui et des photographies du maréchal Foch que l'on voyait beaucoup dans les illustrations qui avaient paru durant ou après la guerre et dont une collection se trouvait dans une maison. Nous allions en été. Il y avait une parenté physique entre Foch et mon père. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas ça m'avait frappé. Je crois que c'est la seule explication de cette réponse saugrenue. Alors, pour revenir donc à lui, il avait des très belles mains, des mains vraiment très belles. Je n'ai pas souvent serré la main de mon père, mais j'imagine que sa main devait être très agréable à serrer. Il était gai de nature. Il pouvait avoir, c'est même curieux, mais il pouvait avoir des moments assez tragiques de son existence. Il était quelqu'un de gai, de blagueur, et même il aimait des blagues assez corsées. Ça, c'est un côté un peu méditerranéen. Mais il avait aussi une façon très, très spéciale de s'adresser, par exemple, à l'enfant que j'étais, d'une façon qui n'était pas du tout enfantine. Il aimait le contact des enfants à tous âges, même des bébés. Et il était quelqu'un d'essentiellement naturel. C'est-à-dire que, vous voyez, je viens de vous dire quelque chose, je ne savais pas. J'aurais pu savoir, disons, à 9 ans, en disant que c'était qu'un littérateur. Je n'avais pas la moindre idée. Je savais très bien ce qu'il faisait. Certainement que le matin, à 5 heures, il était dans son bureau, qu'il s'y enfermait, qu'il se faisait du café, tout ça, je le savais, mais je ne savais pas ce que signifiait le métier de littérateur. Et en fait, la maison où j'habitais et où il habitait, à la différence des quelques très rares maisons de littérateurs que j'ai très peu fréquentées, n'avait aucun parfum de littérature. Physiquement, il y avait l'odeur du ruban de la machine à écrire, si vous voulez, mais il n'y avait pas l'odeur morale de la littérature. On parlait de choses tout à fait ordinaires, du temps qu'il faisait, de la qualité du rôti de veau, puis on parlait beaucoup très peu des gens, pas de potins, on peut ainsi dire pas d'argent en dehors de la vie chère. Enfin, on ne parlait pas des choses dont les gens font leur conversation quotidienne. Alors, souvent, il était question de musique, parce que ma mère était assez musicienne, mon père était exclusivement wagnérien, donc il ne parlait pas de musique. Et aussi, on parlait de peinture, parce qu'il y avait tout un environnement de peintres. Et ça, vraiment, c'est une conversation assez fréquente, une exposition d'un tel, ou bien tel musée. Enfin, là, vraiment, c'est un des sujets que j'entendais. Et ça, mon père se livrait à la conversation avec un parfait naturel, sans aucune espèce de pose. C'était le personnage le moins poseur que l'on puisse imaginer. Et d'ailleurs aussi le moins, avare de ses propres sensations ou de ses propres sentiments.
Je veux dire, quand il était inquiet, il était un homme souvent inquiet, soit que quelqu'un de son entourage soit malade ou en retard, eh bien, il le manifestait d'une façon tout à fait ouverte, sans avoir la pudeur, la vraie ou la fausse pudeur de ses sentiments, tout en étant, à côté de ça, un homme très réservé. Au fond, c'était quelqu'un de très contradictoire, finalement. Ce qui a eu une grande influence dans sa vie, ça a été, toujours à Montpellier, alors, la célébration du 6e centenaire de l'université, qui était très réputée, comme vous le savez. Agathe Trouard-Valéry. Et alors, il a rencontré là, au cours de ces cérémonies, et il s'est trouvé pendant un banquet à Palavas-les-Flots, je ne sais pas si vous connaissez la région, il s'est trouvé à côté d'un garçon de son âge, et tout à coup, je ne sais pas sous quel prétexte, peut-être que mon père, qui avait toujours sur lui un carnet où il était prêt à dessiner ou à écrire, peut-être l'a-t-il sorti, je ne sais pas. Du coup, ils ont été enclins à s'interroger sur leur goût littéraire, etc. C'est ce qu'ils ont fait. Et tout à coup, ils se sont levés pour parler. Quand mon père a appris que ce Pierre-Louis connaissait Mallarmé, enfin, tout de même, Huysmans, alors il était comme un fou. Et puis ils se sont levés, pris par le bras, ils ont marché sur le sable. Et dès le soir, Pierre-Louis lui a écrit une lettre. Et dans ce temps-là, mon père, qui avait fait le volontariat, était habillé en piou-piou, quoi. Enfin, peut-être pas pour aller là, je crois qu'il avait pu se dispenser de l'habit militaire, mais enfin, en tout cas, c'était pour lui extraordinaire, et c'est en somme, dans sa guérite de sentinelle, qu'il a lu les premières lettres de Pierre-Louis. Oui, parce qu'ils ont eu une correspondance très suivie ensuite. C'est tout de même extraordinaire. Et puis alors Pierre-Louis rentrait à Paris, a dit à son ami Gilles, qui venait très souvent là-bas à Montpellier, parce que son oncle était professeur de droit, était là-bas. Et alors Gilles est venu, sur les conseils de Pierre-Louis, il est venu voir ce jeune Valéry. Et ils ont alors tout de suite aussi sympathisé grâce à tout ça. Il a connu Mallarmé, bien sûr. Tout ça, c'est succédé. Et alors, donc, Mallarmé avait eu un peu l'idée que mon père et ma mère feraient un couple harmonieux. Mais ils ne se sont jamais rencontrés. Mallarmé, évidemment, pensait qu'il avait le temps devant lui, alors qu'il est mort aussi subitement que très jeune, finalement. Et c'est justement chez Henri Roire que Degas a présenté mon père à ma mère. Écrire exige de l'écrivain qu'il se divise contre lui-même. C'est en quoi seulement et strictement l'homme tout entier est auteur. Serge Bourjat, qui connaît Paul Valéry ? C'est une question que je me pose régulièrement en tant que responsable du Centre d'études valériennes de l'Université Paul Valéry de Montpellier. Je crois qu'il faut distinguer ici deux choses. Un groupe passionnant, mais relativement réduit de chercheurs, français, européens ou dans le monde, qui peut prétendre, je crois, connaître parfaitement l'œuvre de Paul Valéry, qui en parle, qui publie sur Paul Valéry. Mais il faut opposer cette connaissance d'un petit groupe à ce que j'appellerais une image culturelle beaucoup plus générale d'un Paul Valéry assez négatif dans une certaine opinion publique. Cette image est celle donc d'une sorte de touche-à-tout des choses de l'esprit ou de la poésie. L'image d'un côté d'un poète qui est très connu sous l'angle néoclassique ou académique, le poète hermétique de la Jeune Parc ou du Cimetière marin. L'image d'un penseur également, qui aborde dans des milliers de pages de cahiers, par exemple, des centaines de sujets, mais qui se refuse à fermer un système véritablement, qui au contraire fuit toute possibilité d'ensemble, qui brise en permanence tout discours dès qu'un discours apparaît ou tente à se former dans ses cahiers. Si vous voulez, pour souligner un peu cette image négative de Paul Valéry, telle qu'on la connaît aujourd'hui encore, telle qu'elle est extrêmement répandue autour de nous, je rappellerai deux anecdotes ou deux formules, l'une un peu ancienne, l'autre plus récente. L'une appartient à Nizan, qui disait de Valéry qu'il était un haut fonctionnaire de la langue française.
Je crois qu'il y a là quelque chose d'assez juste dans la formule de Nizan, à une réserve près, qui est une réserve d'importance. Il y a chez Valéry quelqu'un merveilleusement habile à ciseler des vers, un rhétoricien et presque un rhétoriqueur de la poésie. Il y a aussi quelqu'un qui a fait carrière, au sens très traditionnel du terme, en matière de littérature. Il y a l'académicien, bien évidemment. Mais Nizan a tort, car il a tort. Il ne connaît pas tout simplement les cahiers. Nizan est tué en 1940, si je ne me trompe pas, et il ignorait tout à fait l'autre aspect de Valéry, ces cahiers qui nous renseignent bien davantage sur ce qu'a voulu, sur ce qui s'est fait chez Valéry. La deuxième anecdote est peut-être moins connue, c'est le coup de colère de Lacan en 1963. Alors que viennent de paraître de fait dans l'édition photocopiée du CNRS les cahiers, entre 1959 et 1962, si je ne me trompe pas. C'est assez curieux comme anecdote, car Lacan a fréquenté les Valéry avant la guerre. Lacan a dédicacé sa thèse sur la paranoïa à Valéry, affectueusement, je dirais. Lacan cite souvent, et en des points très précis de ses écrits, l'œuvre de Valéry. Eh bien là, il éclate de colère, et il dit à peu près, je cite de mémoire, « Valéry, Valéry, on n'entend plus parler que de Valéry dans le monde ». Il revient, je crois, de son deuxième voyage au Japon et en Chine, et il ajoute « Valéry, ce Mallarmé pour nouveau riche ». Là encore, je crois qu'il y a quelque chose de profondément juste dans l'expression de Lacan, bien que colérique, juste dans le malentendu. Si l'on place en effet Valéry dans l'héritage mallarméen, si l'on en fait, comme très souvent, une sorte de, je l'ai lu partout, de fils spirituel de Mallarmé, alors il ne peut que décevoir. Il me semble qu'il y a une autre ambition chez Valéry que celle d'une poésie pure ou d'une poésie comme pouvoir suprême. Il me semble que la vision mallarméenne du monde qui doit aboutir à un beau livre n'est pas la vision valérienne, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus enracinée, je dirais. Voilà l'essentiel des malentendus qui, de mon point de vue, entourent l'œuvre de Valéry. Je ne suis pas écrivain, écriveur, car il ne m'apporte pas et il m'excède d'écrire ce que j'ai vu ou senti ou saisi. Cela est fini pour moi. Je prends la plume pour l'avenir de ma pensée, non pour son passé. J'écris pour voir, pour faire, pour préciser, pour prolonger, non pour doubler ce qui a été. Mais que me fait ce qui est, ce qui fut, ce qui sera? Je subis, je crains et même je désire, mais avec mépris. Tu m'épouvantes, je tremble. Et cependant, je sens toujours que nous n'avons pas d'importance. Je crois en effet que l'écriture de Valéry est très variable. Jean Le Vaillant. Mais je crois aussi que l'on peut définir 2 ou 3 aspects, 2 ou 3 catégories même d'écriture chez Valéry. Et celle que je ferai passer la première, c'est cette écriture justement dense, car c'est là que se trouve le plus de nouveauté, je dirais de modernité, qui fait que cette écriture Valéry est inquiétante pour bien des écrivains modernes qui ne savent pas écrire, et pour d'autres, au contraire, est une sorte de rappel des possibilités et des pouvoirs de la langue française. Cette écriture dense est faite, si j'ose dire, de 2 dimensions. Il y a la dimension proprement abstraite et qui appartient au concept. Mais Valéry fait un concept parfois de mots qui ne peuvent pas être définis comme des concepts. Donc c'est une dimension qui envahit un peu, quelquefois, le texte valérien. Mais il y a d'autre part, et en même temps, et c'est là l'important, en même temps, une dimension proprement vivante, c'est de la vie même, ce n'est plus ni du concept ni de l'abstraction, c'est le sens réel du terme vécu qui est là-dedans.
Ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de compréhension de Valéry si le lecteur n'est pas lui-même habitué à se connaître et à connaître le rapport au monde, son rapport au monde. C'est ce rapport au monde avec tous ses aspects, dont certains peut-être ont pu paraître désagréables à quelques critiques, puisque la force dans ce cas-là du moi doit apparaître. La force, la personnalité du moi doit apparaître et même doit se défendre contre les difficultés, d'une part, des définitions, des choses, mais aussi contre un détournement du langage qui est habitué actuellement à utiliser n'importe quel mot, au fond, pour des choses qui sont un petit peu équivalentes. Valéry force son lecteur, en fait, à voilà, entrer en lui-même. Exactement, à entrer en lui-même, tout à fait. C'est exactement cela, je crois. Il me semble qu'il y a là une nouveauté et même une exigence de modernité qui n'avait pas été aperçue jusqu'à présent. Il faut le dire et le redire, et il faudrait, dans nos réunions valériennes, insister sur ce point. Je crois que c'est là une sorte de remontée du langage que Valéry a promu, en quelque sorte. Ce toit tranquille où marchent des colombes, entre les pins palpite, entre les tombes. Midi le juste y compose de feu la mer, toujours recommencée. Ô récompense après une pensée, qu'un long regard sur le calme des dieux. Quel pur travail de c'est vrai que pour lui, la langue était une affaire, une vocalisation de la pensée. Et puis c'est un poète, et par conséquent, le son des mots lui importait énormément. Et dans sa poésie, il a énormément cherché la musique des mots. Mais ça ne veut pas dire qu'il négligeait l'écrit. C'est un homme qui travaillait énormément, qui a fait de considérables brouillons pour les choses qu'il a écrites, enfin souvent. Mais l'oralité était quand même, je crois, la chose la plus importante. Et ce qui est assez curieux, c'est que lui-même, c'est pas curieux, il avait un très vague accent du Midi. C'est-à-dire qu'il disait une année plutôt qu'une année. Et ça, c'est l'accent, je crois, du Languedoc, alors qu'il n'était pas languedocien. Et quand il était un petit peu, il voulait rire ou un petit peu ironique, cet accent du Midi reparaissait dans son accent normal, qui était celui, l'accent français classique, qu'il employait quand il faisait des discours, j'imagine, et aussi dans ses conférences. Mais dans l'attitude familière, un peu de... C'est un peu comme dans ces plats où on met une pointe d'ail. Ça avait pour lui une importance de dire peut-être des textes ? Ah, mais c'était une importance tout à fait capitale. Et d'ailleurs, il était très critique de la façon en particulier dont on disait les vers. Je n'ose pas le dire, mais il m'avait non pas interdit, mais déconseillé d'aller à la Comédie Française, parce qu'il trouvait qu'on disait les vers d'une façon qui ne tenait pas compte suffisamment du rythme du vers, de la césure, des assonances. Non pas, il ne voulait pas qu'on fasse une chose totalement, comment dirais-je, où la pensée ou la situation serait absente, mais il souhaitait que ce qui justifie la poésie, c'est précisément le fait qu'il y ait un rythme et une musique. Il vous lisait ces textes ? Jamais. Je veux dire que moi, je l'ai entendu lire chez une personne qui s'appelait Sylvia Beach. Je lui ai entendu lire du Baudelaire, très bien. Il n'avait pas une bonne voix, il avait une voix un peu voilée, et donc il n'était pas du tout ce qu'on pourrait appeler, il n'avait pas une éloquence verbale à l'égal de certains autres, n'est-ce pas ? Je crois que je ne l'ai jamais entendu lire quoi que ce soit de lui. Fermé, sacré, plein d'un feu sans matière, fragment terrestre offert à la lumière, ce lieu me plaît, dominé de flambeaux, composé d'or, de pierres et d'arbres sombres, où tant de marbre est tremblant sur tant d'ombres, la mer fidèle y dort sur mes tombeaux. Ici venu, l'avenir est paresse, l'insecte net gratte la sécheresse, tout est brûlé, défait, reçu dans l'air,
à je ne sais quelle sévère essence. La vie est vaste, étant ivre d'absence, et l'amertume est douce, l'esprit clair. Les morts cachés sont bien dans cette terre, qui les réchauffe et sèche leur mystère. Midi là-haut, midi sans mouvement. Un poème est une durée pendant laquelle, lecteur, je respire une loi qui fut préparée. Je donne mon souffle et les machines de ma voix, ou seulement leur pouvoir qui se concilie avec le silence. Je m'abandonne à l'adorable allure, lire, vivre où mènent les mots. Leur apparition est écrite, leur sonorité concertée. Leur ébranlement se compose d'après une méditation antérieure et ils se précipiteront en groupes magnifiques ou purs dans la résonance. Même mes étonnements sont assurés, ils sont cachés d'avance et font partie du nombre. Mû par l'écriture fatale, et si le maître toujours futur enchaîne sans retour ma mémoire, je ressens chaque parole dans toute sa force, pour l'avoir indéfiniment attendue. Cette mesure qui me transporte et que je colore me garde du vrai et du faux. Ni le doute ne me divise, ni la raison ne me travaille. Nul hasard, mais une chance extraordinaire se fortifie. Je trouve sans effort le langage de ce bonheur, et je pense par artifice, une pensée toute certaine, merveilleusement prévoyante, aux lacunes calculées, sans ténèbres involontaires, dont le mouvement me commande et la quantité me comble. Une pensée singulièrement achevée. Chez Valéry, il y a quelque chose de très particulier concernant l'œuvre. Jean-Michel Rey. C'est-à-dire que Valéry conçoit son œuvre comme quelque chose qui résulte d'un travail et s'intéresse beaucoup plus au travail qu'à l'œuvre elle-même. Ce qui veut dire notamment que par rapport à l'œuvre de Valéry, on peut considérer deux choses différentes, c'est-à-dire l'œuvre publiée et puis de manière beaucoup plus importante et plus volumineuse, les cahiers qui font 30 000 pages. Qui est une sorte d'œuvre plus souterraine, d'œuvre plus obscure, d'œuvre plus touffue, mais d'œuvre en même temps beaucoup plus riche. Donc je crois qu'il y a chez Valéry quelque chose de très particulier qui concerne à la fois le fait que l'œuvre est finalement secondaire, que l'œuvre n'est pas quelque chose qui doit être défendu en tant que tel, mais que ce qui importe beaucoup plus, c'est le travail, ou comme dit Valéry, le travail du travail, d'une part, et puis d'autre part, le fait que cette œuvre, elle est continuellement fragmentée. Autrement dit, je crois qu'il n'y a aucune unité visible, en tout cas, de l'œuvre de Valéry. Et que Valéry s'est toujours tenu, pour des raisons très, très fortes sans doute, au fait de fragmenter sa propre écriture, au fait donc de ne pas concevoir une œuvre qui se développerait par continuité. À un point tel d'ailleurs qu'en 1942, Valéry écrit un fragment des cahiers, et ce fragment dit « Mon œuvre, c'est ce que je n'ai pas fait ». Énoncé évidemment paradoxal, mais énoncé très fort, et énoncé au fond qui dit quelque chose qui toucherait la façon de travailler de Valéry, c'est-à-dire cette continuité notamment tous les matins entre 5 et 7 dans la rédaction des cahiers, mais aussi cette foncière continuité qui passe par des textes d'apparence très différents et d'allure très différentes. Écrire, ce que j'écris n'est pas écrire, c'est se préparer à écrire quelques jours impossibles. Écrire avec je ne sais quel langage, quoi que ce soit mais ordonné, c'est-à-dire noter des choses ordinaires avec des moyens purs. Par rapport à cette œuvre publiée, il y a cette élaboration beaucoup plus systématique, beaucoup plus soutenue en quelque sorte, qui est celle des cahiers. Et je crois que dans la démarche même de Valéry, dans le travail d'écriture de Valéry, eh bien, ces cahiers apparaissent au fond comme à la fois un laboratoire, comme un lieu où se répètent des énoncés, mais aussi comme un lieu au fond d'invention d'une écriture. Je crois que c'est très frappant, c'est pas un journal intime, c'est rien de tel, mais c'est quelque chose qui
Elle participe à la fois du laboratoire, de l'invention, de la composition, de la répétition au sens théâtral, de l'expérimentation, de la simulation, etc. Et c'est très frappant aussi de voir dans ces cahiers à quel point il y a une disposition typographique en quelque sorte, avec les dessins qui sont insérés, et que cette disposition typographique, elle participe au fond de l'écriture même de Valéry. Je crois que c'est là aussi un aspect tout à fait important sur lequel il faudrait s'interroger plus longuement. Il me semble qu'il est fondamental de comprendre que pour Valéry, la plupart du temps, je veux dire dans l'exigence valérienne de l'écriture, eh bien, écrire ne consiste pas à imposer une forme, et certainement pas une forme d'expression, à une matière vécue. Écrire pour le poète se situe, au contraire, du côté de l'informe, et terme fondamental du côté de, il va bien falloir en parler, de l'inachèvement. Pourquoi ? Parce que cet inachèvement préserve le possible, le multiple de la pensée et de la forme. Ou si vous voulez, écrire est chez Valéry une affaire toujours de devenir, affaire toujours inachevée, toujours en train de se faire. C'est l'idée fixe un peu ça. Oui, l'idée fixe en donne la philosophie de ce rapport au langage, si vous voulez. Mais il faut voir l'existence de cette écriture dans la patte même des cahiers. Je vais vous en donner dans un instant un exemple à mon tour. Je terminerai simplement en disant que écrire pour Valéry déborde en permanence toute matière vivable ou vécue. Ou comme le dirait Deleuze, écrire est un processus, c'est-à-dire un passage de vie. Et voilà qui nous implique, alors nous autres lecteurs très directement, passage de vie qui traverse le vivable et le vécu. C'est cela la modernité, c'est cela. Oh oui, c'est cela. Et alors je voudrais donner un exemple emprunté au cahier de quelque chose qui est peu audible, qui est davantage lisible. Il faudrait avoir que chacun ait le texte sous les yeux. Je vais essayer d'en rendre quelques comptes. C'est un passage emprunté au cahier 4 de l'édition du CNRS, où Valéry s'efforce justement de maintenir au plus près le langage et la pensée ou la sensibilité. Alors, la phrase est énorme, il faut être acteur pour la dire. Je vais tenter de le faire modestement en indiquant peut-être des signes graphiques qui ne passent pas à l'écoute et qui sont importants pour la connaissance de ce texte. Le passage commence ainsi. Le voici le but. Saisir, faire sentir, parenthèse, au moyen, parmi, avec matière et comme trame, structure fine, autre parenthèse, des phénomènes élémentaires, demi-psychiques, demi-physiques, quasi-chimiques, denrées de phosphorescence mémoriale, au travers desquelles d'autres choses, paroles internes, images, puis reprises, l'heure où une phrase entendue, il y a 5 minutes, durant encore, ou un frais de doigt au lobe de l'oreille, et un passage de demi-idées, de choses capables de se développer jusqu'à des idées et des nettetés, mais cette fois non. Un rappel, etc. Quelques principales pensées qui, alinéa, premièrement, traverse, se perd, renaît, profite de cette absence et de ce qui la remplit, s'en nourrit qui, deuxièmement, signifie, me renoue et affirme, à la fois hasard et conduite, ou hasard et pourtant cédant des hasards, les absorbant, étant à chaque tâtonnement et tournant de route un changement d'avenir. Cet avenir bizarrement mêlé à l'oubli et la marche reprise à l'aide du récent passé qui cesse d'être oublié, masqué, mais se déclare révolu et devant être répudié clairement. Que sais-je, quelle musique ? Voilà pour moi un exemple majeur de ce travail du langage tel qu'il caractérise Valéry. Nous ne sommes plus ici au niveau d'un discours critique, certainement pas. Nous ne sommes pas au niveau d'une analyse intellectuelle proprement dite. Nous ne sommes pas non plus au niveau d'une poésie au sens traditionnel du terme. Nous sommes, comme le dit Valéry, au niveau de ce multiple du langage et de la pensée. C'est la fugacité de la pensée là, qu'il est en train d'essayer de traquer, non ? La fugacité, la fragilité en même temps, et le multiple de la pensée qui est ici impliqué dans ce que Valéry appelle magnifiquement une musique du mélange. Je resterai une minute sur le texte qui a été lu, parce que je crois qu'on peut le rapprocher d'autres aspects de l'esprit valérien. Parce que, bien sûr, le mélange est refusé en quelque sorte par les lecteurs,
Mais le mélange, c'est l'affaire valérienne. Tout est mélange. Il n'y a que du mélange. Et je crois que dans le texte qui a été lu, on pourrait faire apparaître l'importance pour Valéry de la microphysique à ce moment-là, la matière. La matière est faite de 1000 petits morceaux, de millions de petits morceaux. Et je pense que des textes de ce genre doivent quelque chose à la réflexion de Valéry sur la matière, sur la réflexion la plus récente de Valéry sur la matière, à travers les cours de Perrin ou de Langevin, ou même d'autres qu'il connaissait et qu'il aimait beaucoup entendre. Je crois qu'il y a donc là une écriture qui n'est plus à proprement parler une écriture de l'écrit, c'est autre chose. C'est une écriture de la matière. Et cela va beaucoup plus loin, et cela enfonce, mais vraiment enfonce, je crois, définitivement, des formes d'écriture romanesque qui disent beaucoup moins, avec beaucoup plus de pages. Comme j'ai fait la jeune Parc. Genèse. 1912, 13, 14, 15, 16, 17. Serpent. Harmonieuse île. Moi. Sommeil. Arbre. Le jour n'est pas plus pur que le... Que la forme de ce chant est une autobiographie. J'ai pensé à Gluck. J'ai joué avec 2 doigts. À l'inverse de Lully, au théâtre français, j'ai mis des notes sur le songe d'Athalie. J'ai supposé une mélodie, essayé d'attarder, de ritardare, d'enchaîner, de couper, d'intervenir, de conclure, de résoudre, et ceci dans le sens comme dans le son. J'ai pratiqué l'attente. Mot obligé. Le distique. Cette œuvre en prose, elle a, à mon sens, comme caractéristique d'être occasionnelle. C'est-à-dire, la plupart du temps, ce sont des textes de commande. La plupart du temps, ce sont des textes qui sont sollicités par les circonstances. Une préface pour un poète chinois traduit, ou des choses comme ça, enfin. Ou bien des choses pour le centre méditerranéen, enfin. Donc il y a là, je crois, une œuvre qui, ou des distributions de prix à la Légion d'honneur de Saint-Denis, etc. Circonstances officielles, aussi les discours pour les morts à l'Académie française, etc. Donc je crois qu'il y a là quelque chose de très frappant, c'est-à-dire une œuvre qui s'élabore par morceaux, par fragments, une œuvre qui se risque au fond à parler de choses tout à fait différentes, tout à fait hétérogènes, enfin, et une œuvre au fond qui ne trouve son unité que dans un style, que dans une manière d'aborder un propos, que dans une façon de faire, et pas du tout dans sa thématique. Si on prenait comme ça une diversité très grande de l'œuvre, ça va par exemple d'un discours au chirurgien, un discours sur la civilisation, et puis à quelque chose sur la poétique. Autrement dit, donc, quelque chose qui se déploie selon une règle qui n'est pas visible, et quelque chose, au fond, qui arrive à constituer son unité plutôt qu'à suivre une unité déjà fixée. Et donc, en ce sens-là, Valéry se revendique, et je crois que c'est très, très important, du fait de ne pas être spécialiste de quoi que ce soit. Ce qui est très frappant, quand on regarde les premiers cahiers, c'est de voir à quel point, non pas tout est déjà en germe, mais beaucoup de choses sont déjà présentes, beaucoup de choses vont accompagner Valéry pendant 50 ans. On peut prendre 2 exemples très rapides. D'une part, le Monsieur Test. Monsieur Test que Valéry écrit à 23 ans. Monsieur Test, on peut dire que c'est une figure que Valéry crée et qui l'accompagne pendant toute sa vie. Donc il ne cesse pas de revenir, soit dans l'œuvre publiée, soit plus encore dans les cahiers, sur Monsieur Test, comme une sorte de double, de personnage qui l'accompagne, et comme quelqu'un qui continue à solliciter l'attention et continue à le faire écrire. L'autre exemple tout à fait frappant de cela, c'est Léonard de Vinci. L'introduction à la méthode de Léonard de Vinci, qui est quasiment contemporaine de Monsieur Test, eh bien, élabore toute une série de propos, de thèmes qui vont occuper Valéry pendant très longtemps, à un point tel qu'il va réécrire sur Léonard de Vinci plusieurs textes jusqu'aux années 30, et que cette figure de Léonard, comme il l'appelle, va aussi l'accompagner pendant toute son œuvre et lui permettre au fond de
de revenir, de développer, de reprendre des propos qui étaient déjà posés à la fin du XIXe siècle, enfin dans les années 1895 par lui. Je me propose d'imaginer un homme de qui auraient paru des actions tellement distinctes que si je viens à leur supposer une pensée, il n'y en aura pas de plus étendue. Et je veux qu'il ait un sentiment de la différence des choses infiniment vif, dont les aventures pourraient bien se nommer analyse. Je vois que tout l'oriente. C'est à l'univers qu'il songe toujours, et à la rigueur. Il est fait pour n'oublier rien de ce qui entre dans la confusion de ce qui est, nul arbuste. Il descend dans la profondeur de ce qui est à tout le monde, s'y éloigne et se regarde. Il atteint aux habitudes et aux structures naturelles. Il les travaille de partout, et il lui arrive d'être le seul qui construise, énumère, émeuve. Il laisse debout des églises, des forteresses. Il accomplit des ornements pleins de douceur et de grandeur, mille engins, et les figurations rigoureuses de maintes recherches. Il abandonne les débris d'on ne sait quel grand jeu. Dans ces passe-temps qui se mêlent de sa science, laquelle ne se distingue pas d'une passion, il a le charme de sembler toujours penser à autre chose. Je le suivrai se mouvant dans l'unité brute et l'épaisseur du monde, où il se fera à la nature si familière qu'il l'imitera pour y toucher et finira dans la difficulté de concevoir un objet qu'elle ne contienne pas. Un nom manque à cette créature de pensée pour contenir l'expansion de termes trop éloignés d'ordinaire et qui se déroberaient. Aucun ne me paraît plus convenir que celui de Léonard de Vinci. Celui qui se représente un arbre est forcé de se représenter un ciel ou un fond pour l'y voir s'y tenir. Il y a là une sorte de logique presque sensible et presque inconnue. Le personnage que je désigne se réduit à une déduction de ce genre. Presque rien de ce que j'en saurais dire ne devra s'entendre de l'homme qui a illustré ce nom. Je ne poursuis pas une coïncidence que je juge impossible à mal définir. Alors, je ne sais pas si on peut comparer Monsieur Teste et Léonard, mais en tout cas, pourquoi ces deux figures et qui sont-elles pour lui, en fait ? Je crois qu'on peut à la limite les comparer, puisque le Léonard de Valéry, c'est un Léonard qui, pour une très grande part, est inventé. Et donc, le Léonard de Valéry, c'est le portrait de quelqu'un qui peut tout faire, dit-il. Et donc, l'intérêt peut-être de les rapprocher, c'est de voir que ce sont des figures qui, même si Léonard a un référent réel, ce sont des figures qui sont entièrement constituées par un travail d'écriture, mais surtout, ce sont des figures qui deviennent pour Valéry des sortes de références majeures, des lieux de questionnement, en quelque sorte, des lieux de questionnement continuels et des sollicitations, au fond, à penser à des choses qui touchent à la fois l'esthétique, qui touchent la littérature, qui touchent la philosophie, qui touchent, on pourrait dire, par un certain biais, la psychanalyse, à laquelle Valéry s'intéresse tout en étant ironique à son égard, etc. Donc, au fond, ce sont des figures qui permettent à Valéry de ne pas être un spécialiste, et de faire s'entrecroiser. Et là aussi, je crois que c'est quelque chose qui est très, très singulier dans le siècle, de faire s'entrecroiser un véritable travail d'écriture et un travail de questionnement que l'on peut dire, en étant dans le terme, philosophique en quelque sorte, même si, évidemment, Valéry n'a jamais voulu explicitement constituer une philosophie, même s'il fait preuve de critique et d'ironie parfois même à l'égard des philosophes. Monsieur Teste, c'est son double, disiez-vous ? C'est, on peut dire, une sorte à la fois de double et puis de personnage fantomatique qui devient, au fond, quelque chose qu'il est contraint de suivre, au fond, toute sa vie. Fantomatique, mais décrit avec tant de précision, enfin. Oui, décrit avec précision, et puis surtout qui devient cette sorte de catalyseur de questions, de lieu, au fond, où il s'agit de réfléchir à nouveau sur le même propos, c'est-à-dire
sur un certain refus de la littérature aussi. Enfin, refus de la littérature. Refus de la littérature, je crois qu'il y a ça chez Valéry, c'est-à-dire il y a très, très rapidement cette façon de concevoir la littérature sur un mode très critique, enfin, et donc de pouvoir à la fois développer une poésie, mais une poésie au fond tout à fait rare, tout à fait peu volumineuse, enfin, de développer une poésie et de critiquer de manière très, très féroce, on pourrait dire, le roman notamment. Enfin, il y a une sorte d'aversion chez Valéry pour le roman, qu'il justifie d'ailleurs. Enfin, et puis une sorte de refus de la littérature au sens où il s'agit de ne pas entrer, au fond, pour lui, de ne pas entrer dans quelque chose qui relève de l'idolâtrie, de ne pas entrer dans quelque chose qui relève du faire croire. Enfin. Et je crois que c'est très important parce que, même si on ne partage pas cette visée, c'est très important parce que ça met le doigt sur, au fond, une dimension de la littérature sur laquelle on insiste généralement assez peu. Et puis, ça permet aussi à Valéry, je crois, de développer ou de reprendre ailleurs et autrement un certain nombre de motifs qui concernent la politique, qui concernent les formes de croyance, qui concernent la religion, qui concernent l'enseignement, etc., etc. Donc il y a au fond, on peut dire à partir de cette figure de test, puisque c'est ça qui notamment fait germer ces questions, à partir de la figure de test, eh bien, toute une série d'effets en après-coup qui peuvent se développer et qui deviennent chez Valéry tout à fait importants. C'est dans ce sens-là que je parle simplement d'un double. Alors, c'est vrai, Jean Le Vaillant, qu'il y a très très peu de récits chez Valéry. Oui. Il y en a quelques-uns. Puisque vous parliez de cette écriture romanesque, enfin, oui. ou du récit, c'est vrai qu'il ne nous raconte pas des histoires, Valéry. Ah non, pas des histoires. Il y a des descriptions qui sont des analyses. Par exemple, mais j'en aurai d'autres exemples, par exemple, à propos de Vinci. Et dans le dernier texte, pas le dernier, mais le dernier grand texte sur Vinci, Notes et digressions. Alors il y a là une description du corps, de la chair, du sang, qui est vue en quelque sorte par la conscience, lorsque cette conscience se replie totalement sur elle-même et lorsque elle éloigne les autres objets. Je crois qu'il y a là donc une possibilité de description encore, mais c'est une description qu'il faudrait lire d'ailleurs, parce que l'on verrait qu'elle ne peut pas entrer dans un corpus descriptif, normal, ordinaire. C'est impossible. Donc je pense que Valéry, en effet, a fait très peu de récits. Il ne les goûtait pas, je crois, et il a parlé avec Breton, avec Aragon aussi, mais moins avec Aragon. Il a parlé avec Breton de certains récits qu'il refusait. Et il a reproché à Breton, dans les tout premiers temps de Breton n'avait pas 20 ans, il lui a reproché justement d'entrer dans le système du récit. C'était très gentil, c'était en une demi-ligne, bien sûr. Mais enfin, voilà. Je pense qu'il y a peut-être là une influence même sur le refus du roman par le surréalisme. Un roman pour les surréalistes, c'est un crime. Alors, vous disiez qu'il y a très peu de récits, et vous disiez aussi qu'on peut peut-être en parler à propos des histoires brisées. Oui. Enfin, là, ce sont plus des thèmes de récits qu'il a jetés comme ça sur le papier. Mais vous dites très justement des thèmes de récits, mais ça ne va pas jusqu'au récit. D'abord parce que c'est brisé, parce que c'est arrêté, parce que c'est inachevé, parce que ça se brise de soi-même. Par exemple, le texte qui est intitulé « Œuvre complète de Robinson ». Elles ne sont pas complètes, ne craignez rien. Mais c'est évidemment, non pas du tout, c'est un refus de la description, c'est un refus de tout ce qui pourrait apparaître comme organisation romanesque, disons. De la narration. Refus de la narration. Robinson, solitude, création du loisir, conservation, temps vide, ornement, lutte, tragédie, mémoire, prière de Robinson. Imagine des foules, des théâtres, des rues.
tentation, soif du pont de Londres. Alors justement, ces histoires brisées, donc à la fois ce refus de la narration, ce refus du récit, et puis ce goût pour l'inachèvement. Je crois que Valéry a lui-même fait l'expérience de l'inachèvement. Il a voulu faire l'expérience. Et il s'est rendu compte que l'inachèvement était une partie de l'écriture, une partie, je veux dire, était un jeu de l'écriture qui est obligé à la fois, pour être l'écriture, à la fois elle est obligée de dire ce qui peut être dit, et en même temps, elle ne doit pas dire ce qui ne doit pas être dit. S'il y a tant d'inachèvement dans les histoires brisées ou bien dans d'autres textes de Valéry, c'est parce qu'il y a une espèce de conservation, comment dire exactement, on essaie de protéger ce qui ne doit pas être dit. Soit qu'on le conserve pour ensuite le dire autrement, pour le développer, ou bien parce qu'on ne veut pas le dire entièrement. Mais il y a toujours du refuser, il y a toujours du conserver, quelque chose qui est en attente, et qui servira peut-être, mais ce n'est pas cela, ce n'est pas un constructeur qui met des briques de côté à proprement parler, c'est que les briques, quand elles sont briques, ne peuvent pas servir. Mais on les pose ici, on sait qu'elles existent. Il y a par exemple toute une partie de l'inconscient qui est refoulée de cette manière, par l'inachèvement. Et dans les textes des histoires brisées, combien y en a-t-il qui, au moment où quelque chose doit se passer, soit entre un homme et une femme, soit entre 2 ou 3 personnages qui sont là, combien de fois y a-t-il? Et à ce moment-là, 3 points, fini. C'est arrêté. C'est entièrement arrêté. Ou bien même, et c'est là, c'est à ce moment que je me souviens de fini. Donc il y a là une sorte de refus, comme je disais, mais il y a plus que cela. Il y a un appel au lecteur. Il y a un appel au lecteur et il y a aussi une source donnée au lecteur. Je crois que c'est un des éléments. Il y aurait beaucoup d'éléments à découvrir avec l'inachèvement, beaucoup d'éléments nouveaux à découvrir, beaucoup vraiment. Mais je crois qu'on peut signaler cela d'abord et on verra ensuite. Il m'arrive assez souvent de comparer, j'emprunte l'expression à Michel Serres, qui d'ailleurs ne parle pas du tout de Valéry lorsqu'il parle de cela, il m'arrive assez souvent de comparer les cahiers de Valéry à un puzzle sporadique. J'estime que cette expression dit quelque chose, me dit quelque chose des enjeux des cahiers. Puzzle s'entend aisément. Nous sommes en présence donc d'innombrables fragments, de petits morceaux, de petits symboles qui s'appellent les uns les autres, qui se font écho les uns aux autres. Il suffit de feuilleter les cahiers pour s'en rendre compte inévitablement. On peut alors avoir l'illusion, mais je dis bien qu'il s'agit d'une illusion, et je dis bien qu'il s'agit du danger qui menace la critique valérienne, que l'on va pouvoir, qu'à la limite il faudrait à terme réunir, conjuguer, assembler tous ces éléments jusqu'à reconstruire, reconstituer une totalité qui est absente. Voilà l'illusion pour moi. Et c'est ce que vous appelez l'entreprise d'écriture ? Pas du tout. Justement, l'entreprise d'écriture chez Valéry consiste, ça ce serait une certaine entreprise critique si vous voulez. L'entreprise d'écriture chez Valéry est à percevoir de l'autre côté. Non pas construire, mais déconstruire. Non pas établir, mais au contraire briser, le terme de brisure n'étant pas un terme négatif, loin de là, étant un terme rigoureusement nécessaire dans l'optique valérienne. Valéry, en permanence, se déplace, disloque son propre discours, attentif, et c'est là, je dirais, sa morale, et d'une certaine façon, c'est là aussi sa politique, au sens large du terme, attentif à ne rien imposer, à ne rien fixer trop tôt ou à tout jamais, à ne rien condamner par là même. De là tout l'intérêt, dans la formule que je donnais tout à l'heure du puzzle sporadique, de là tout l'intérêt de l'idée de sporadicité, comme éparpillement, comme dissémination, comme semence éparpillée.
Le puzzle existe et se produit sans doute en quelques moments, mais justement par moment seulement, ou pour un temps seulement. L'instant d'après, sa possibilité est brisée, sa possibilité n'existe plus, ou il s'agit d'un autre puzzle, d'un autre puzzle, d'un autre puzzle. Pour en revenir à mon père écrivain et à ses fameux cahiers, tout de même, c'était impressionnant pour nous parce que on avait l'impression que dans cette pièce, on ne pouvait pas y entrer le matin, absolument pas. Et moi, quand je l'ai vu, et je crois que c'était un peu son attitude habituelle, il était assis courbé sur sa table, je le voyais de profil, puisque j'étais entrée par une porte qui me le montrait comme ça. Et il balançait beaucoup sa jambe, ce qui était probablement... je crois que ça avait une action, parce qu'il écrivait un peu de tout son corps. Et comme je vous le disais, alors la main avait chez lui une importance très, très, très grande. Et alors, d'abord, il se fabriquait une cigarette après l'autre. Et puis, d'autre part, il avait besoin, quelquefois, de traduire, si vous voulez, pour lui-même l'intensité de la pensée et en même temps de la calmer en ayant un geste quelconque. Et il avait pour habitude de prendre un morceau qu'est-ce que c'était, de câble marin peut-être, et de le serrer très fort, probablement, je vous dis, je ne sais pas, ça lui conférait une espèce de calme, enfin, je ne peux pas seulement le définir, je n'en sais rien du tout. Et puis, à d'autres moments, il avait une manière très personnelle, je suppose, je n'en sais rien, je n'ai jamais vu d'autres écrivains dans cet état de fabrication, mais il avait vraiment un espèce de geste artisanal, voyez-vous, comme quelqu'un qui serait en train de modeler une amphore, une poterie comme ça, avec une espèce d'attention, presque de tendresse, je dirais, et en même temps quelque chose d'harmonieux qui devait aboutir à un objet parfait. Et c'était la recherche du mot, probablement, ou de l'idée, de la pensée qui se faisait comme ça. Madame Valérie me disait, vous savez, mon mari, il avait autant la plume pour écrire que son pinceau d'aquarelle à côté de lui. Il peignait, il dessinait, ou il jetait quelques couleurs, quelques notations colorées sur sa feuille, autant que ce qu'il écrivait. Et quand on voit bien sûr les cahiers, on est surpris de voir que sa boîte d'aquarelle était toujours à portée de sa main, et qui un bateau, qui une chambre, qui une porte, qui un bureau, etc. Il situait son lieu, et d'une manière souvent très aiguë et très intéressante. Mes genoux pressentent les terreurs de genoux sans défense. L'air me brise. L'oiseau perce de cris d'enfance inouïs l'ombre même où se serre mon cœur. Et rose, mon soupir vous soulève, vainqueur, hélas, des bras si doux qui ferment la corbeille. Haut parmi mes cheveux pèse d'un poids d'abeille, plongeant toujours, plus ivre, au baiser plus aigu, le point délicieux de mon jour ambigu. Lumière, ou toi, la mort, mais le plus prompt me prenne. Mon cœur bat, mon sein brûle et m'entraîne. Ah, qu'il s'enfle, se gonfle et se tende, se dure, très doux témoin captif de mes réseaux d'azur, dur en moi, mais si doux à la bouche infinie. Cher fantôme naissant dont la soif m'est unie, désir, visage clair, et vous, beau fruit d'amour, les dieux m'ont-ils formé ce maternel contour et ces bords sinueux, ces plis et ces calices, pour que la vie embrasse un autel de délices où, mêlant l'âme étrange aux éternels retours, la semence, le lait, le sang coulent toujours? Non, l'horreur m'illumine, exécrable harmonie. Chaque baiser présage une neuve agonie. Je vois flotter, fuyant l'honneur des chairs, des mânes impuissants, les millions amers. Non, souffle, non, regard, tendresse, mes convives, peuple altéré de moi, suppliant que tu vives. Non,
vous ne tiendrez pas de moi la vie. Allez, spectre, soupir la nuit vainement exhalée, allez joindre des morts les impalpables nombres. Je n'accorderai pas la lumière à des ombres, je garde loin de vous l'esprit sinistre et clair. Non, vous ne tiendrez pas de mes lèvres l'éclair. Et puis, mon cœur aussi vous refuse sa foudre. J'ai pitié de nous tous, ô tourbillon de poudre. Grand Dieu, je perds en vous mes pas déconcertés. Professeur François-Bernard Michel. Il est intéressant de scruter un auteur à travers son souffle. Vous savez qu'il y a des artistes, qu'ils soient musiciens, peintres, écrivains, bien respirants. C'est le cas par exemple de Claudel qui a écrit des choses superbes sur la respiration dans le théâtre et l'iambe fondamentale. Et puis d'autres qui sont des mal respirants, c'est évidemment le cas de Marcel Proust ou de Paul Valéry. Alors, Paul Valéry avait toutes les raisons de mal respirer progressivement parce qu'il fumait. Beaucoup de photos le représentent le matin à sa table écrivant les cahiers avec la cigarette entre les doigts. Il a écrit d'ailleurs, je cite de mémoire, Fumata matutina, on en ferait une petite déité ou quelque chose comme ça. Donc il fumait. Il a eu la coqueluche à l'âge adulte, ce qui est assez étonnant, mais ça l'a beaucoup fatigué. Et puis il était asthmatique, mais avec un asthme d'origine un peu singulière, en relation avec ce que les médecins appellent un reflux gastro-œsophagien. Et il ajoutait évidemment à cette difficulté à respirer une angoisse constitutionnelle, motrice évidemment, puisque une grande partie de son extraordinaire activité littéraire a été motivée par son angoisse. Il dit quelque part « angoisse mon véritable métier ». Et dans plusieurs points aussi, que ce soit dans Monsieur Test ou dans sa poésie, dans La Jeune Parc, il associe ces notions d'angoisse et de souffle retenu. Et par contre, alors, dans un texte à propos de la libération de Paris, le lendemain du 25 août 1944, il dit quelque part « je respire », avec des lettres capitales dans l'écriture, qui montrent cette alternance de souffle qui est coupé, et puis par moments qui se libère. Je regrette de ne pas pouvoir vous citer peut-être exactement son texte. Il emploie le mot des ailes. La formule, les grandes ailes qui s'ouvrent toutes grandes. Les ailes intérieures, voilà, c'est ça ? Les ailes intérieures, oui, qui s'ouvrent toutes grandes pour respirer, oui. Voilà. Alors, ce souffle coupé, en fait, comme vous dites, de Valéry, se retraduit dans les thèmes d'écriture, se retraduit peut-être tout simplement dans l'écriture elle-même. Alors, je n'ai jamais dit, moi, des poèmes de Valéry, donc je ne peux pas vous dire très exactement si ça me couperait la respiration ou si ça me l'amplifierait. Mais je crois c'est assez lyrique en tout cas, donc on je pourrait crois imaginer... que sa poésie est assez respirante, oui. Et en particulier, quand on lit Le Cimetière marin, quand on lit même des phrases de Monsieur Test, je crois qu'on est obligé de prendre des respirations très amples. Oui, alors, mais en revanche, il a, Valéry, c'est vrai, souvent dans ses cahiers ou dans d'autres écrits, une écriture qui au contraire peut être très fragmentaire, qui peut être hachée. Oui. Alors, est-ce que ça, vous le mettez en relation ? Je crois qu'effectivement, comme toujours, une œuvre élaborée comme un poème, c'est une œuvre qu'on a préparée et dans laquelle on se répare en quelque sorte, car le médecin se répare en soignant et je crois que l'écrivain se répare en écrivant. Et alors, au contraire, lorsqu'il s'agit le matin comme ça, au débeauté, de noter des pensées, on les écrit en style télégraphique. Et vous savez que c'est un point tel que quelquefois, en lisant ces cahiers, qui en bien des points sont passionnants, on se demande un peu qu'est-ce qu'il a voulu dire. Donc c'est vrai qu'il y a là cette écriture syncopée. L'asthmatique, c'est sûrement un individu qui ne sait pas ce qu'il veut dire, qui ne peut pas le dire avec des mots, et alors il le siffle avec ses bronches en faisant cette espèce de sifflement là, bizarre, qui est un langage inarticulé, une sorte de cri. Et je crois que La Jeune Parc aussi, c'est une forme de cri de souffrance, une souffrance évidemment inconnue, insu, mais c'est tout le domaine de l'ineffable, ce qu'on ne peut pas dire. On pourrait bien percevoir à la fois l'impossible de l'écriture
et le désir de l'écrire, ce que j'appelle personnellement le désir de l'écrire, dans l'ambiguïté même de la formule, on pourrait bien percevoir cela dans, je dirais, la plus grande découverte de ces dernières années concernant Valéry, la découverte de ces manuscrits et brouillons poétiques. De la même façon que la connaissance des cahiers a invalidé toute réflexion sur l'œuvre, disons, connue et complète, publiée du vivant même de Valéry, de la même façon, la connaissance des brouillons poétiques modifie considérablement l'approche des textes célèbres de la Jeune Parc, du Narcisse, des poèmes de charme en particulier. Alors pour la Jeune Parc, par exemple? Alors pour la Jeune Parc, je vous dirais que c'est tout un autre monde qui est là. Je vous dirais que j'ai toujours eu beaucoup de peine à concevoir une linéarité qui permettrait de conduire des brouillons tels que je peux les fréquenter jusqu'au texte achevé. Il y a une foule de brisures, là encore, une foule de chemins qui se dessinent à peine et puis qui s'effacent. Et ce n'est probablement qu'au dernier moment, je veux dire dans les derniers mois de l'écriture de la Jeune Parc, que Valéry a mis en marche cette merveilleuse machine de langage qui constitue le texte publié. Mais les brouillons sont un autre monde. Dans les 3 dossiers conservés à la Bibliothèque nationale, on aperçoit tout de la poésie et tout de l'écriture de Valéry, qui ne concerne d'ailleurs pas directement, dans une implication logique, le texte lui-même. C'est un univers, je dirais, moi, à part. Et c'est une émotion, non, de découvrir des brouillons comme ça? Oui. Je me rappelle de mon émotion première, il y a déjà bien des années, lorsque j'avais demandé sous forme de microfiche à l'époque à la Nationale les brouillons de la Parc. Dans un esprit tout à fait positiviste, j'imaginais trouver des plans, des schémas, un balisage qui me conduirait à la connaissance de ce que je savais par ailleurs par cœur. Et j'ai failli rappeler la personne qui m'avait placé devant cet instrument barbare en lui disant « Vous vous êtes trompé, ça n'est pas de cela qu'il s'agit certainement ». Une autre observation à faire, alors qui concernerait davantage certains poèmes qui vont s'intégrer à Charme plus tard, et qui concernerait par exemple un poème ancien, le poème Été de Valéry. Lorsque l'on consulte, il est assez bien conservé à la Nationale, ce qu'on appelle le brouillon du poème Été. On y trouve certainement tout autre chose que ce qui deviendra, dans 2 publications successives, le poème Été. Lorsque Valéry écrit, il n'a absolument pas conscience d'être en train d'écrire ce qui deviendra le poème Été, mais certainement pas. La preuve en est, nous avions bien étudié cela dans ce laboratoire de recherche du CNRS qui s'appelle l'ITEM, Institut des textes et manuscrits modernes, équipe Valéry. Nous avions bien étudié cela, qui montre que, dans le même temps, Valéry travaille plusieurs poèmes à la fois, ou en tout cas ce qui deviendra plusieurs poèmes à des époques de publication extrêmement différentes. Ce qui veut dire qu'il n'a pas un projet d'écriture, il ne se dit pas « je vais passer par tel et tel endroit, je vais arriver à tel ou tel but ». Il écrit, tout simplement. Peut-être le désir est-il alors, ici, parfaitement impliqué, n'est-ce pas, dans ce vœu d'écrire pour écrire, d'écrire, je dirais presque, même si c'est un peu scandaleux, quoi que ce soit. Finalement, il y a une espèce de nécessité de l'écriture qui s'impose, et tout au long d'une vie d'écrivain. Je crois que Valéry écrivain est principalement dans ses cahiers. C'est pas lui, c'est l'auteur en fait. Alors c'est pas lui, c'est l'auteur, c'est-à-dire c'est cette figure sur laquelle lui-même ne cesse de réfléchir, et il ne cesse d'y réfléchir dans les cahiers précisément. L'auteur comme étant, au fond, le fils de ses œuvres. L'auteur comme étant continuellement engendré par ce qu'il a fait, etc. Donc l'auteur comme étant, au fond, dessaisi d'une paternité supposée. L'auteur comme étant le produit de ce qu'il a produit, etc. Toutes ces formules sur lesquelles Valéry revient continuellement, et qui, je crois, ont l'intérêt à la fois d'élaborer cette vieille et toujours nouvelle question de l'auteur, d'une part, et puis d'autre part, de permettre à Valéry, au fond, de parler de ce qu'il fait sur un mode qui est à la fois très, très particulier, très spécifique, très propre, et en même temps d'en parler d'une façon qui fait naître
des questions, fait naître des problèmes, fait naître des interrogations, là où, d'ordinaire, on n'en voit pas. Et il est quand même frappant de voir que dans le moment historique où Valéry travaille, il est un des seuls à accentuer, à retourner en tous sens cette question de l'auteur. Très, très peu d'autres, parmi les écrivains contemporains, parlent de ça de manière un peu systématique. Et Valéry, je crois, se trouve, par le type de travail qu'il entreprend, par le type d'écriture qu'il est amené à constituer, se trouve, au fond, amené à continuellement revenir sur cette position d'auteur, mais comme quelque chose qui est toujours très problématique. Enfin. Mais l'auteur qui est le fils de son œuvre, ça mène aussi à une pensée complètement mouvante, quoi. Ça mène à une pensée mouvante, ça mène, je crois, à réfléchir à quelque chose de très particulier, c'est-à-dire, non pas tellement, comme on a eu tendance à le faire, magnifier le texte, magnifier l'œuvre, etc., parce que précisément, Valéry a introduit toujours une sorte de distance très grande par rapport à son œuvre, enfin, mais ça l'amène justement à réfléchir, tout en écrivant, sur tout ce qui concerne la fabrication de l'œuvre, tout ce qui concerne au fond à la fois les circonstances intérieures et extérieures qui participent à l'œuvre, et puis ça l'amène à réfléchir au fond sur ce qui constitue les grands principes d'une poétique, c'est-à-dire de quoi l'œuvre est faite, qu'est-ce qu'elle donne, et qu'est-ce qu'elle reçoit, etc. Donc je crois qu'il y a là chez Valéry ce travail très particulier qui va consister à mettre l'auteur dans une position effectivement toujours paradoxale, mais non pas par goût du paradoxe, par au fond une sorte de leçon tirée de l'écriture, de mettre l'auteur dans cette position toujours paradoxale, et en même temps, c'est là, je crois, une manière de réfléchir sur ce qui se fait au moment où ça se fait. Ça, c'est un moment très émouvant, en phrase, parce que vous êtes en train de sortir d'une enveloppe le premier manuscrit du Cimetière marin. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est Madame Paul Valéry qui a offert ce manuscrit au musée en 1948. Donc le voici. Voilà ça. Mare Nostrum, voilà. Alors on a l'écriture de Valéry. Oui, et ensuite, voyez-vous, le cimetière marin dans le vieux cimetière de C. C'est 7 dans l'orthographe ancienne. Dans l'orthographe d'avant 1927. Avec des annotations au crayon. Il y a pas mal de ratures. Je peux pas toucher, je suppose. Je touche pas. Oh. Voilà. Alors là c'est c'est un brouillon en fait. Oui, il existe je crois 4 versions, avant la version définitive. Homère, voici ma coupe auprès de moi posée. Et alors là, qu'est-ce qu'il a marqué dessus au crayon? L'immense. Nous avons 2 corps, voici, allant. Plusieurs annotations. Il y a pas mal de petites annotations dans les marges. Voilà. Ce toit tranquille où marchent des colombes, entre les pins, palpite, entre les tombes. Midi le juste y compose de feu la mer, toujours recommencée. Ô récompense après une pensée, qu'un long regard sur le calme des dieux. Quel pur travail de fins éclairs consume maint diamant d'imperceptible écume. Et quelle paix semble se concevoir quand sur l'abîme un soleil se repose. Ouvrage pur d'une éternelle cause, le temps scintille, et le songe est savoir. Le cimetière marin.
C'est un cimetière qui est tout en pente. On surplombe vraiment la mer ici. Alors on imagine Valéry ici, ayant écrit donc ce grand poème. Oui, bien sûr. Il a suffisamment chanté cette mer, ces bateaux et ces antennes des bœufs avec l'activité portuaire, l'activité des hommes au travail ou au repos, puisqu'il y a une belle phrase sur les paresseux qui se prélassent sur la banquette des quais. Vous avez ce beau voilier d'un America's Cup qui est en train d'évoluer devant nous. Hein. Bien sûr, tout ça c'est la vie, mais de l'autre côté, vous avez aussi cette immensité de la Méditerranée qui est à nos pieds. Vous avez cette blancheur des tombes, ce silence qu'il y a entre les tombes. Hein. Aujourd'hui, nous n'avons pas de vent, les cyprès ne bougent pas. Tout ça, c'est une quiétude, une sérénité intense. Donc il y a toujours ce parallélisme entre vie et mort dans ce cimetière, en particulier puisqu'il surplombe la mer et surplombe le port. On va descendre vers la tombe de Paul Valéry. Oui, si vous voulez. Stable trésor, temple simple à Minerve, masse de calme et visible réserve, eau sourcilleuse, œil qui gardes en toi tant de sommeil, sous un voile de flamme, ô mon silence. Édifice dans l'âme, mais comble d'or aux 1000 tuiles, toi, temple du temps, qu'un seul soupir résume, à ce point pur je monte et m'accoutume, tout entouré de mon regard marin. Et comme au Dieu mon offrande suprême, la scintillation sereine sème sur l'altitude un dédain souverain. Comme le fruit se fond en jouissance, comme en délice, il change son absence dans une bouche où sa forme se meurt. Je hume ici ma future fumée, et le ciel chante à l'âme consumée le changement des rives en rumeur. Voilà le tombeau où repose Paul Valéry. C'est un tombeau de famille, donc comme nous le disions précédemment, de la famille Grassi, Giulio Grassi, qui était consul de Sardaigne puis d'Italie à Sète au XIXe siècle. Là repose donc Barthélemy, Fanny, Paul, je pense à son frère Jules et Claude. Et je pense que toute la famille très attachée aux racines sétoises de naissance. C'est ni le Languedoc, ni la France, ni l'Italie, ou la Corse, c'est la Méditerranée qui est sa mère patrie. Une vie, une œuvre, Paul Valéry, avec Agathe Rouard-Valéry, François Valéry, Serge Bourjat, directeur du Centre d'études valériennes à Montpellier, André Freyss, conservateur du musée Paul Valéry à Sète, Jean Levaillant, biographe, François-Bernard Michel, auteur de Respirer et écrire, le souffle coupé aux éditions Gallimard, Jean-Michel Ray, philosophe. Texte lu par Christophe Lemay et Evelyne Guimara. Paul Valéry, une émission de Simone Douek. Prise de son à Sète, Denis Brunel. Mixage, Michel Kreis, Jean-Mathieu Zande. Réalisation, Josette Collin.